L'écriture se rencontre. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. 15h, 17h55. Voici la première rencontre, c'est avec David Ngbang. Ngbang, d'abord le prix de la bêtise, un roman, ensuite l'ivresse du pardon. Ce qu'on peut dire de l'auteur, c'est qu'il est né à Ayos, dans le département du Nyong Mfumu, région du centre Cameroun. Après de brillantes études de droit à l'université de Yaoundé 2 Soie, il intègre un cabinet d'avocats au barreau du Cameroun. Il est diplômé de l'école nationale d'administration et de magistrature, ENAM, promotion cinquantenaire de la réunification. Par ailleurs, il est titulaire d'un master en théologie de l'Université protestante d'Afrique centrale, UPAC. Il est pasteur de l'église presbytérienne camerounaise, EPC. Il occupe en ce moment les fonctions de sous-directeur au ministère du Commerce. C'est un passionné de littérature. C'est dans l'optique d'assouvir son envie de dénoncer à sa manière les maux qui minent notre administration et de façon générale notre société que s'inscrivent ses œuvres. David Ngbang, bon après-midi. Bon après-midi, Monsieur Foucault. Je ne sais pas si je devrais dire révérend ou alors ça vous convient, David Ngbang. Ça me convient. D'accord. Toutes les appellations. Surtout que c'est l'auteur que nous recevons. Vous avez 2 livres assez intéressants qui sont posés sur la table. Le prix de la bêtise, paru aux éditions NMA Éducation. L'ivresse du pardon, pareil, en année 2024. On préfère commencer par lequel? On commence par le prix de la bêtise. Le prix de la bêtise, préfacé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Parlez-nous un peu de la genèse de ce livre. En fait, j'ai commencé à concevoir ce livre pendant mes années de chômage un peu. Oui. Parce que je me demandais ce que je savais faire, ce que je pouvais faire. Et puis, je voulais trouver un espace ou une activité pour meubler le temps. Et j'ai commencé à écrire le prix de la bêtise. Et puis après, je suis entré à l'ENAM, je suis ressorti, j'ai été affecté à IDEA. Et lorsque je suis affecté à IDEA, j'avais déjà un manuscrit, un tapuscrit assez épais. Alors je me suis dit, il fallait quand même que je publie ce livre. Il faut dire que c'est quand même 2 espaces, 2 environnements. Vous avez dit que vous avez fait des études à l'ENAM. Ouais. C'est quand même difficile d'avoir un pasteur en même temps un fonctionnaire. Oui, c'est la question qui est toujours revenue parce que c'est difficile de pouvoir concilier Les 2. les contraintes administratives et autre chose. Mais avec l'organisation du temps, on réussit toujours à avoir un petit espace pour écrire, pour se pencher sur son papier et faire quelque chose. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, on est au ministère, le dimanche, on est à l'église. Oui, je voudrais aussi dire que le prix de la bêtise, j'ai écrit beaucoup de pages de ce premier livre à l'étranger aussi, quand j'étais en mission. Et là-bas, j'avais un peu plus de temps. Oui, exactement. Des missions, je les effectuais lors de mon premier, lorsque j'étais chef de service. Je m'occupais des relations commerciales entre le Cameroun et les pays africains. Donc il m'arrivait de voyager très souvent et entre 2 réunions, j'arrivais dans ma chambre d'hôtel et je pouvais griffonner quelque chose. Ça veut dire que c'est un livre quand même qui a pris beaucoup d'années pour être finalisé. Oui. Entre les parties de chômage. Entre les parties de chômage, le temps où j'ai passé ma formation et puis la publication, oui. Il y a eu quand même assez d'années. C'est un paradoxe parce que vous êtes en plein chômage, mais vous parlez déjà d'un fonctionnaire qui a mal géré sa carrière et qui, au bout de sa carrière, n'a pas de maison au village, n'a pas de richesse, n'a pas de biens
et est obligé pratiquement de commander pour pouvoir s'en sortir. Oui, les gens m'ont posé tout le temps cette question, mais je dois dire qu'il n'y a personne dans mon environnement qui a vécu ce genre de situation. Mais c'est des situations que j'ai connues, que j'ai vécues avec, en fait, des histoires que j'ai connues avec d'autres personnes. Et j'ai voulu vraiment mettre ce pan de notre vie en exergue pour dire attention, la retraite, il faut toujours la préparer. Et surtout, lorsque je l'ai publié, le préfacier m'a dit ça tombe bien parce que en tant que fonctionnaire, il faut attirer, n'est-ce pas, sonner l'alerte pour dire la retraite, ça se prépare dès le premier jour où on commence son service. Le personnage principal, Bijabo, il a une bonne carrière professionnelle, il a même des rangs de cadre, il peut accumuler énormément d'argent, mais malheureusement, à un certain moment, il est frappé par des contrôles. On découvre qu'il a quelquefois pris dans la caisse publique pour ses activités personnelles. Oui. La question de la corruption revient. Oui, j'ai essayé de mettre au goût du jour un certain nombre de tares qui minent justement l'administration et la vie au Cameroun en général. Bijabo, qui dans ma langue maternelle, je suis Betty, signifie quelqu'un de pas sérieux, a justement eu une carrière flamboyante qui ne brillait pas forcément sur pas de bonnes pratiques. Pas de bonnes pratiques. Sur le côté humain était un peu à négliger. Il a été un haut fonctionnaire et puis se retrouve dans les méandres de détournement. Il a connu la prison. Après, il en est sorti et il s'est retrouvé dans la rue, pas de maison. Il est rentré au village, toqué à la porte de son petit frère qu'il avait chassé de sa maison. Et donc, c'est des situations qu'aucun être humain ne voudrait jamais vivre. Oui. Il faut dire que lorsqu'on est dans l'opulence, on a beaucoup d'avoir. C'est le cas de Bijabo, le personnage principal de ce roman. Il construit beaucoup de maisons à ses maîtresses parce qu'il en a beaucoup et il remet la construction de sa propre maison à plus tard. Sauf que plus tard là n'arrivera pas. On n'est pas maître du temps. On n'est pas maître du temps. Tout à fait. Aujourd'hui nous appartient et pas nécessairement demain. Tout à fait, tout à fait. En fait, la bêtise, ce n'est pas de ne pas construire, en fait. Oui. On peut justifier le fait qu'on n'ait pas construit par la cherté de la vie et ainsi de suite, mais de construire pour les autres, c'est là où réside la bêtise. Et le temps ne nous appartient pas. Ma mère avait l'habitude de dire, il y a la retraite administrative, celle-là qu'on peut calculer à partir du premier jour où on prend service pour se dire, bon, j'ai tel âge, j'ai 30 ans, je dois aller à la retraite à 60 ans, donc j'aurai 30 ans de carrière. Mais il y a aussi la retraite de Dieu qui peut vous appeler 2 ans après, à tout moment. Et ça, il faut toujours y penser et il faut faire avec les autres. Et le livre semble nous dire aussi, il faut penser aussi à soi-même. Parce que le personnage principal a rendu des services aux gens, il a pratiquement eu des enfants qui ont servi par la suite de l'ingratitude. Tout à fait. En guise de, si je peux appeler ça reconnaissance. Tout à fait. Non pas qu'il faille être égoïste, mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que quand on fait du bien, il faut toujours penser aussi à soi-même. Bijabo aurait pu construire une maison dans son village qui n'aurait pas eu tous les problèmes auxquels il a été confronté. Il a fait l'objet de moqueries, même des gens dont il dit, entre guillemets, qu'ils n'auraient pas eu le niveau d'être des laquais chez lui ou c'est des gardiens dans sa concession. Donc voilà, je pense que oui, il faut vivre, faire du bien aux autres, mais en ne s'oubliant pas soi-même. Est-ce à dire aujourd'hui que l'argent gouverne le monde? Parce qu'on voit bien que lorsqu'il avait de l'argent, il avait des amis. Après son départ à la retraite, plus de relations, plus d'amis. Les enfants ou des personnes qu'il a participé à fabriquer, je ne veux pas dire fabriquer parce que c'est pas un dieu, il a participé à construire, du moins leur réputation. Oui. À la fin, tout à fait, l'abandonne sous la pluie sans tout réagir. Il y a de l'ingratitude. Vous savez, lorsque vous êtes en activité, en réalité, vous ne vous faites plus d'amis. Les amis, ça s'arrête peut-être au collège ou à l'université.
Moi, j'ai connu des gens, je ne connaissais pas leur origine linguistique ou leur religieuse. Maintenant, lorsque vous êtes en activité, les gens viennent vers vous parce que Pour des services. pour des services. Donc, il y a cette ingratitude-là. Et Bijabo en a été confronté. Aujourd'hui, je pense le fait qu'on sorte, n'est-ce pas, du moule dans lequel des têtes sont fabriquées, fait en sorte que on pense toujours que on ne va jamais s'en tirer. Oui. Je pense que quand on est dans une logique de service, il faut toujours se souvenir qu'à un moment, tout peut s'arrêter. Oui, il y en a qui Tout peut disent s'arrêter. tout peut changer à tout Tout moment. peut changer. Il faut Tout garder peut ça en esprit. Tout peut changer. Et tout à l'heure, Monsieur Foucault, vous avez dit l'argent gouverne le monde. Oui, l'argent gouverne le monde, mais pas que. Parce qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs qu'il faut mettre en exergue. La fidélité est une valeur. La fidélité, la gratitude, de savoir dire merci et de savoir être reconnaissant. C'est des valeurs parce que en réalité, l'argent en lui-même n'est pas une valeur. L'argent peut vous permettre d'acquérir des valeurs. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une société capitaliste à outrance où Si vous pouvez offrir, vous Voilà. êtes respecté. si vous pouvez offrir, vous êtes respecté. Le cadet arrive dans la famille, il est respecté. Au C'est parfois lui détriment- qu'on attend pour la réunion. Voilà, au détriment de l'aîné qui n'a rien. Et papa l'attend, la famille l'attend, tout le monde l'attend. Et c'est lui qui donne le là, Oui. c'est lui qui dirige. On se rend compte quand même que la problématique des frères, comment est-ce qu'on arrive à vivre avec les frères lorsqu'on a beaucoup d'argent? Parfois, ça amène ces derniers à être un peu paresseux. Ils se disent, le grand frère, l'aîné a tout. Pourquoi est-ce que je devrais souffrir puisqu'il a déjà, il peut m'en offrir, il peut m'en donner également. Et donc, du coup, pour le cas de Bijabo, il constate que son frère, qui a déjà épousé une kyrielle de femmes, vient encore lui présenter une nouvelle femme. Et il estime que ce n'est pas à lui de supporter les charges de ce dernier. Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être, je vais dire, pour ne pas froisser ce frère qui reste au village et qui pense que parce que vous êtes en ville, vous devez lui donner de l'argent? Vous savez, quand on a de l'argent, il faut beaucoup prier. Prier pour que l'argent que vous avez ne vous détruise pas vous-même. Oui. Parce que on monte sur un piédestal, on commence à mépriser ceux dans la main de qui vous avez mangé hier, on devient orgueilleux et l'argent vous détruit vous-même. Maintenant, il faut aussi prier, il faut beaucoup prier pour que votre argent ne détruise pas les autres. Les autres, votre Parce que, entourage. voilà, Ne vous éloignez pas d'eux. voilà, il peut vous arriver soit de vous éloigner d'eux, soit de vouloir tout acquérir de ce que eux ils ont eu. Vous arrivez au village, vous achetez des terres partout, vous vous en foutez de qui elles appartiennent et ainsi de suite. Donc non, l'argent, c'est aussi bien de savoir être un pédagogue partout pour dire l'argent que je vous donne, c'est parce que vous me présentez des projets. Si vous êtes dans votre famille, vous avez pu exceller, que vous avez beaucoup d'argent, il serait inutile de le partager pour rien. Oui. Vous pouvez arriver et vous demander quels sont les projets porteurs sur lesquels moi je peux investir de l'argent qui va vous permettre de travailler. Mais de le distribuer, ils ne vont rien faire. Ils vont se retrouver à aller boire de l'alcool, à chercher des femmes. Et puis Bijabo est un peu excédé justement par le fait que Afana, pour la énième fois, vient lui présenter une femme. Une nouvelle épouse. Une épouse qui est enceinte en plus. Il lui demande qu'est-ce que tu feras de tous ces enfants que tu n'arrêtes pas de faire. Il y a... La véritable richesse, ce sont les enfants, dit-on en Afrique. Voilà, la richesse, ce sont les enfants. Encore qu'il faudrait qu'ils soient bien encadrés. Maintenant, si vous ne les encadrez pas, il y a la drogue qui les guette, il y a l'alcool, il y a le banditisme, mais mieux ils sont encadrés, plus les chances de réussite sont conservées. Ce sont les enjeux. Alors, il y a la retraite. C'est un peu vécu comme une forme d'humiliation. Punition. C'est-à-dire que les gens rentrent au village, le cœur noué, avec beaucoup de peine. Ouais. Pourquoi est-ce que la retraite ne peut pas être considérée comme étant une nouvelle chance, une nouvelle vie, l'opportunité de démarrer un nouveau projet? D'autres se lancent dans des mémoires, Oui. la rédaction Oui. des mémoires. Oui, cela Chez nous, dépend. c'est vu un peu comme Tout à une fait. déchéance. Tout à fait. Tout dépend
des préparatifs ou de la capacité à avoir mobilisé, n'est-ce pas, tout ce qui peut nous rendre heureux à la retraite. Vous accompagner. Donc, si vous êtes bien préparé, vous irez à la retraite avec la joie. Et là, les villageois ne vont pas vous rire au nez. Les villageois ne vont pas vous rire au nez parce que vous étiez avec eux. Mais si du jour au lendemain, après 20 ans, 30 ans de carrière, ils ne vous ont jamais vu, du jour au lendemain, vous atterrissez au village comme Bijabo, sans rien, voilà, juste un camion. Voilà, il y a des enfants de 15-20 ans qui savent qu'il y a une élite là, qui habite là, mais qui ne l'ont jamais vu. Vous atterrissez naturellement dans le cas d'espèce. Ils vont se moquer de vous. Dans un village où il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Vous arrivez avec beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Et vous aviez eu de l'argent. Vous aviez eu des relations pour pouvoir toucher le clic, pour pouvoir changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, on sait un peu comment ça se passe. Lorsque vous avez une relation, vous pouvez tout faire pour présenter aux autorités, dire que dans mon village, il n'y a pas d'école. Je voudrais que vous mettiez une école. Je voudrais que vous construisiez un centre de santé. Donc, tout cela... Donc depuis Yaoundé, vous pouvez bouger des choses. Vous pouvez faire bouger. Alors peut-être ça c'est la question pour sortir, parce que je vais laisser le soin aux auditeurs aussi de découvrir le contenu du livre. Parce que le livre, je dois l'avouer, pose une problématique assez sérieuse. Il y a des retraités qui vont chaque jour. Tout à fait. On voit même que, peut-être pour revenir dans le contexte réel au Cameroun, certains veulent des rallonges, une première, une deuxième, parce qu'on n'est toujours pas prêt à entamer sa retraite. Il y a que à l'intérieur, Bijabo rencontre une dure réalité. Pouvoir avoir sa pension retraite. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une procédure qui peut mettre long, qui peut même décourager des personnes. On a vu quelquefois des personnes au niveau du ministère des Finances ou même à Yaoundé manifester simplement parce que leur pension ne tombe toujours pas. Voilà, oui, bon, ben ça ce sont peut-être des réalités que des gens ont vécues. Oui. À l'époque, c'était un peu plus difficile. Aujourd'hui, quand même, on a essayé d'alléger parce que lorsque un agent public va à la retraite, je crois, il bénéficie du tiers de la pension qu'il aurait dû percevoir en attendant que ça se régularise. Bon, maintenant, je voulais dénoncer la corruption. La corruption qui est permanente, qui est présente dans toutes les administrations. Et si vous avez lu entre les lignes mon livre, mon roman, je n'ai désigné nommément aucune administration de façon... En réalité, je parlais du... Voilà. Parce que c'est là où il s'arrête souvent. C'est pas nécessairement pour pointer un doigt accusateur. Non, tout à fait, parce que, je l'ai dit d'ailleurs, Bijabo, ce sont des contraintes ou des punitions qu'il a infligées aux usagers de l'époque où il travaillait. La même façon qu'il a traité les gens, il a été traité plus tard. Voilà, tout à fait. On a vu qu'à l'intérieur du livre, on se pose des questions. Comment est-ce qu'un dossier qui doit passer simplement d'un bâtiment qui est juste en face de l'autre, il suffit de traverser la route, ça va faire des mois. Qui fait des mois. Voilà, pour traiter un dossier qu'on pourrait donner par exemple à notre ami Salmon qui est sur l'autre côté. Parce que quelqu'un, entre guillemets, attend sa bière. Voilà l'expression qui parfois est consacrée. Je veux ma bière. Pour que le dossier avance vite, il faut donner la bière. Parfois, on ne vous le dira pas, mais en adulte, vous allez comprendre. Il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. En réalité, ce sont des pratiques. Est-ce qu'il faut s'y conformer? Non, jamais. Jamais. Il faut refuser. La corruption tue la nation. Nous ne le dirons jamais assez. La corruption tue la nation. Aucun État ne s'est développé dans le monde avec la corruption. La corruption tue les génies, elle tue les intelligences et elle finit par tuer tout un pays. Je vais vous laisser avec cette question. Bijabo a eu sa pension ou pas? Pour le savoir, le livre est disponible dans les librairies et certainement les Camerounais vont le chercher. On va dire où exactement. On marque un break et on revient. La journée se termine, les prix restent cassés. Momo, 1% retrait, dépôt, paiement marchand et transfert, 0 frais. Étoile 126 Jazz OA. Alors, il y avait d'abord le prix de la bêtise. C'est un roman de David Ngbang. Le deuxième roman, c'est également publié en 2024, L'ivresse du pardon. L'ivresse du pardon, c'est un roman préfacé par le professeur Jacques Famendongo. C'est le ministre actuel de l'enseignement supérieur. Et il faut dire que le premier, c'était Jean-Emmanuel Pondy. Alors,
les deux, ce sont des personnalités de votre entourage. Comment est-ce que vous effectuez le contact avec... Ce ne sont pas des personnalités de mon entourage parce que je voudrais dire que les professeurs Jean-Emmanuel Pondy et Jacques Famdongo m'ont volé la vedette. Parce que lorsque ces livres ont été publiés, la première question qui revenait, c'est que comment tu as fait pour entrer en contact avec eux? Comment est-ce que tu as pu les convaincre? Alors, je voudrais dire que avec le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ça a été plus ou moins facile parce que j'ai pu le rencontrer. Je crois qu'il était vice-recteur à Yaoundé premier. Et il me recevait dans son bureau. Mon premier contact avec lui, nous avons échangé comme si nous étions de vieux copains. Ah, d'accord. Ça m'a pris plus d'1 an pour qu'il décide enfin de préfacer le livre. Il vous a lu? Il m'a lu. Il m'a lu et il avait voulu m'envoyer chez un de ses collègues qui lui est romancier, qui fait dans la littérature. Et je lui ai dit, professeur, je vous ai choisi pour que vous fassiez la préface de mon livre. Alors il a accepté. Et avec le ministre d'État, Jacques Famdongo, je me suis levé un matin, lorsque le manuscrit était prêt, j'ai dit, le professeur Jacques Famdongo doit me lire. Oui. Et le chef d'État avait dit, il faut oser. Et vous l'avez fait? Je suis allé dans son cabinet avec le livre et j'ai fait un projet de préface d'1 page et demie. J'ai fait un projet de préface d'1 page et demie, j'ai déposé dans son cabinet. 3 ou 4 mois après, l'un de ses conseillers techniques m'a reçu pour que je lui explique un peu. En fait, il me recevait en lieu et place du professeur Famdongo. Et nous avons eu à échanger. Il m'a dit, bon, nous allons vous revenir. Alors, ça a pris 12 mois, ça a pris 14 mois. C'est le 17e mois qu'on m'appelle pour me dire que votre préface est prête. Et je ne peux pas vous dire la joie que j'ai ressentie à cet instant de savoir que le professeur Jacques Famdongo a préfacé votre livre, roman. mon roman. J'ai récupéré le document un dimanche et puis lundi matin je retournais à Douala parce que j'étais en mission. Entre dimanche et lundi, j'ai relu cette préface plus d'une 20aine de fois. 20 pages, je les ai lues et relues et en fait il m'expliquait ce que moi j'ai fait. Et dans votre travail. Voilà. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que cette préface a un zeste de note de lecture. Tout à fait. Avec bien des références. Ça veut dire qu'en fait, avant la préface, on a pris le soin de véritablement lire le livre. C'est souvent rare quand même. L'ivresse du pardon. L'ivresse du pardon, tout de suite, la couleur rouge interpelle le jaune. Pourquoi le choix des couleurs en première découverture? Bon, je ne peux pas vous expliquer ce qui a motivé l'éditeur à mettre ces deux couleurs. Il m'a proposé, tout de suite j'ai dit oui, n'étant pas professionnel en la matière. Moi j'écris. Et puis le reste, je donne à César ce qui est à César. Et à la fin, lorsqu'on lit le livre, on se rend compte qu'il faut être ivre de pardon pour accorder le pardon à quelqu'un qui nous a fait autant de mal. Oui. L'histoire parle d'un monsieur qui s'est marié. Oui. Tous viennent des familles ordinaires. C'est-à-dire que ce monsieur que vous décrivez comme pas très beau, un peu nabo, donc petit de taille, qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie parce qu'il est dans une famille, on va dire, un peu pauvre. Tout à fait. Il va en ville, il se bat un peu comme la chanson de Tal André Marie. Il dit, je vais à Yaoundé pour chercher la vie. Et finalement, il finit par trouver la vie parce qu'il y a quelqu'un qui l'épaule un tout petit peu. Il devient un homme bouddrement riche. Et il en profite parce qu'il doit se venger. Il n'était pas aimé des femmes parce qu'il n'était pas très beau. Maintenant, il a de l'argent et donc les femmes lui disent oui à tous les coups. Ouais. Le pardon, comme qui dirait, c'est le dessert des grands hommes. Lorsque vous n'êtes pas un homme, vous ne pouvez pas pardonner. Ou tant que vous n'avez pas encore pardonné, vous n'êtes pas un homme. En fait, la vie ne se résume qu'à ça. Vous savez, les rapports entre humains, même entre frères de même père, même mère, sont toujours parfois chaotiques, où il faut avoir l'humilité de reconnaître son tort et d'aller demander pardon. L'ivresse du pardon, oui, parce qu'on peut être ivresse. En fait, c'était
un peu c'est un thème un peu c'est antagoniste parce que on a toujours été ivresse de ce qui n'est pas bien. Parce que lorsqu'on veut dépeindre certains régimes, on dit il y a l'ivresse du pouvoir, on est ivre d'alcool, on est ivre de ci, mais on peut aussi être ivre de ce qui peut améliorer les rapports entre les hommes. Ici, l'ivresse, ça n'a pas un caractère péjoratif. Non, l'ivresse au contraire. L'ivresse n'a pas un caractère péjoratif. Je dis que si Alice, puisqu'il s'agit d'elle dans le roman, n'avait pas été animée par cette envie, par cette ivresse, elle n'aurait certainement pas pardonné à ses parents, à sa famille, puis à sa famille, à sa petite sœur. Ils ont pris fait et cause pour cette dernière qui leur apportait des subsides au village et tout le temps. Donc voilà, ça n'a pas été facile pour elle, mais elle en est arrivée à pardonner. Il faut dire qu'au niveau des personnages, ce sont des personnages forts. Il y a la petite sœur qui est toujours auprès de ses parents, parce qu'ils ont une condition physique qui ne les amène pas à se déployer. Et puis la petite sœur est toujours là, très polie. Ouais. Elle encadre ses parents. À un moment donné, les parents se rendent compte que cette dernière semble avoir oublié sa propre vie. Il faut donc l'envoyer en ville. Tout à fait. On oblige un peu, on force un peu la main à la grande sœur. Oui, mais moi je pense que en toute chose, nous sommes des Bantous. Un enfant doit toujours être serviable vis-à-vis de ses parents. L'enfant qui reçoit le plus de bénédictions, c'est celui-là qui aura été plus proche de ses parents. C'est vrai. Voilà, donc la petite a été là. Ses parents sont devenus des personnes assistées qui étaient malades, foudroyées par la maladie. Elle était là, elle était la maman de la maison. Et puis, souvenez-vous, lorsque vous lisez en début d'écriture, les parents bénissent l'enfant. Tout à fait. Ils la bénissent. Et il lui donne toutes les garanties, mais il lui donne aussi des conseils pour lui dire tu es en train d'aller, tu n'auras désormais que pour maman Alice et pour père son mari. Ne viens pas nous raconter ici on ne veut pas entendre qu'elle m'a fait ci ou ça, parce que c'est des rapports. C'est désormais ta mère. C'est désormais ta mère. Parce que parfois, quand on garde les enfants qui ne sont pas issus de nos entrailles, on a souvent l'impression que cet enfant est venu pour vous espionner, parce que le jour où vous le réprimandez, il appelle ses parents pour dire je suis maltraité, je suis ci ou ça. Donc, et on est tenté de se poser la question, est-ce que les aînés ont toujours la responsabilité d'élever les tout petits, les tout derniers? Oui, en principe, oui. En principe, l'aîné doit tendre la main au cadet. Je pense que si la solidarité signifie qu'on puisse aider même ceux qu'on ne connaît pas, à combien de fois de raison son cadet, son petit frère. Non, l'aîné qui a réussi naturellement doit permettre aux autres de pouvoir à la couvrir de petits cadeaux, des attentions. Et puis il y a aussi un fait, c'est que Flop Denga avec Alice n'avait que des filles. Il n'avait que des filles, donc il rêvait de pouvoir avoir un garçon. Quand on lui dit que la petite est enceinte et que l'enfant qu'elle attend est un garçon, ça lui donne encore de s'accrocher davantage. L'histoire du livre nous rappelle quand même plusieurs histoires autour de nous. Il arrive souvent que dans la famille, un mari peut se retrouver en train de sortir avec la petite sœur de l'autre. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais le livre aussi nous dit qu'il faut trouver la force nécessaire pour pardonner. Tout à fait. Vous savez, lorsqu'il y a partout là où il y a un homme et une femme, tout peut arriver. Dans les milieux professionnels, partout. Même dans le milieu familial. Dans le milieu familial, oui, partout. Maintenant, c'est sa capacité à pouvoir résister à ce qui est considéré comme une relation contre nature. Qu'il faut peut-être féliciter. L'attitude des parents d'Alice était une attitude qu'on peut questionner. Ils ont pris fait et cause pour la petite, disant qu'avec lui, nous sommes garantis au moins de toujours avoir tout ce que nous avons eu jusque-là. Nous avons une belle maison, nous vivons, nous avons tout ce que nous voulons, nous pouvons nous soigner comme on va jusqu'à estimer qu'il peut prendre les deux sœurs. Voilà, il peut prendre les deux sœurs. C'est qui, pour eux, est quelque chose de normal. Oui. Alors que pour Alice, c'était un scandale. Pour Alice, c'était un scandale. C'est une femme. Voilà. C'était également un personnage fort du livre, parce que Alice trouvera
la force nécessaire de se soucier d'abord de sa petite sœur qui est à l'hôpital. Elle s'en va, elle va voir, et c'est elle qui va prendre la charge de l'enfant, alors qu'on aurait pu penser que l'enfant c'est de l'enfant de la honte. Elle aurait peut-être détesté ce nourrisson, mais que non. Non. Elle trouvera d'ailleurs, elle est lorsqu'on vient lui annoncer que la petite est en travail, elle court à l'hôpital. Elle trouve justement que l'enfant est là, la mère est décédée, et elle prend elle court ça et là pour essayer de trouver une solution à ce que l'enfant soit sécurisé. David Ngbang, pourquoi est-ce qu'il faut lire les 2 livres qui sont posés sur la table, L'ivresse du pardon et Le prix de la bêtise? En fait, moi j'ai voulu transmettre mon ressenti. L'ivresse du pardon, le message fort, c'est que on ne peut pas vivre sans avoir une frustration, sans connaître quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, nous a marqué négativement, de celui d'un frère, d'un ami, d'un collègue. Et le maître mot, c'est le pardon. Le maître mot, c'est le pardon. Maintenant, pour le prix de la bêtise, c'est de sonner un peu l'alarme pour appeler les jeunes à plus de concentration, à plus de méfiance, pour leur dire que le vieux d'aujourd'hui, c'est le jeune d'hier, ou que le jeune d'aujourd'hui, c'est le vieux de demain, et qu'on essaye de maximiser nos avoirs et pouvoir utiliser les privilèges que nous avons à bon escient pour que demain ou après-demain, nous n'ayons pas de regrets. Merci d'être venu à la radio. Merci. Les livres sont disponibles. Où est-ce qu'on peut les avoir? Voilà, les livres sont disponibles à Yaoundé, Douala et Bafoussam, les peuples noirs face SNI, librairie du quartier éleveur avant l'entrée du collège polyvalent, rond-point express à côté de Camtel, Montée-Jouvence également. Et à Douala, c'est à la librairie Africa Avenir, face l'hôtel Royal sans publicité, PK10. Et puis à Bafoussam, c'est la librairie du quartier Ndiandam. Et si vous êtes très intéressé par les ouvrages, vous voulez les avoir, vous venez simplement à la radio, demandez Jean-Jacques Foucault et je ferai le reste pour vous accompagner vers l'auteur. Alors, David Ngbang, merci d'être passé à la radio. Merci pour ce moment de lecture. C'est moi qui vous dis merci. Merci pour cette radio citoyenne que j'ai eu souvent à écouter. Des belles tranches d'émissions. Merci pour ce que vous faites pour la culture, pour la République. Nous sommes dans un monde d'ouverture des médias et c'est toujours un plaisir de rencontrer